Médias en scène, la suite avant d'évoquer le climat et la culture scientifique des journalistes. Vaste sujet. Dernière séquence sur les jeunes. Jean-François Dorido est resté avec nous, mais nous a rejoint surtout Virginie Sassoon, directrice adjointe du Clémy, pour une table ronde intitulée « Médias et jeunes, objectif, réconciliation ». Ça sonne un peu comme ça. Mission Task Force. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'animer cette table ronde. Donc, l'intitulé, c'est « Médias et jeunes, objectif, réconciliation ». Et comme Eric Valmire l'a précisé, je suis directrice adjointe du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Alors nous, au Clémy, c'est un sujet qui nous tient à cœur, puisque notre événement phare, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc on réunit chaque année plus de 4 millions d'élèves. Et on fait le lien entre le monde des médias et les jeunes. Donc je suis particulièrement heureuse d'animer cette table ronde. Et je vois beaucoup de jeunes qui pourront poser des questions à la fin de cette table ronde. Alors, quand on parle de relations et de jeunes aux médias, on se rend compte qu'en fait, ça s'inscrit dans une histoire assez mouvementée entre défiance et crise de la représentation. Alors la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'il suffit de se déployer sur les réseaux sociaux et d'y diffuser des contenus pour conquérir la jeunesse, ou alors faut-il réinventer une grammaire de l'information plus collaborative, positive et engagée ? Alors, pour comprendre les stratégies, mais aussi les défis des médias vis-à-vis du public jeune, nous pourrons compter sur Sophie Gourmelin, directrice générale du Parisien, qui est un grand quotidien fondé en 1944. Un vieux quotidien. Un vieux, mais qui reste jeune. Mathieu Marouget, vous êtes, vous, de la maison. Bonjour. Puisque vous êtes directeur du MOVE, la radio musicale et jeune du service public. Marie Misset. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Combini, un média en ligne fondé en 2008 qui se déploie principalement sur les réseaux sociaux. Alors c'est intéressant parce que vous avez fait... J'allais dire où Mathieu a travaillé lui-même, donc c'est voilà, pas tout à fait un hasard qu'on soit là tous les deux, je pense. Le chemin inverse, puisque vous, Marie, vous êtes passée de la radio à Combini et vous êtes passée de Combini à la radio. C'est ça. Et Jean-François Dorido, directeur général d'Ipsos Public Affaires France, vous venez de présenter donc, les résultats d'une enquête passionnante sur le rapport des jeunes à l'information, avec des résultats qui battent en brèche un certain nombre d'idées reçues, puisqu'ils n'ont pas l'air si fâchés, finalement, ces jeunes avec les médias. Alors, si je résume, nous avons une radio pour les jeunes, un média social né sur le numérique, un quotidien historique de la presse écrite et un analyste. Donc 4 regards, 4 profils, 4 expertises très complémentaires pour traiter de ce sujet, des enjeux de la réconciliation des jeunes et des médias. Alors je vais commencer par vous pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc aux Parisiens, vous allez là où les jeunes sont. Vous avez déployé une stratégie sur les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs récemment engagé un journaliste TikToker. Vous avez aussi diversifié votre offre avec le Parisien étudiant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé votre démarche et puis l'illustrer avec quelques chiffres ? Merci de nous accueillir sur cette table ronde. Alors, vous l'avez dit, le Parisien, c'est un média historique, effectivement. C'est un journal papier puissant, mais c'est aussi un journal qui a su se diversifier sur le numérique et sur les réseaux sociaux et qui va là où les jeunes sont plus particulièrement. Donc, nous, on a développé toute une stratégie autour de la vidéo. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a constitué une équipe d'une vingtaine de journalistes sur la vidéo. Cette vidéo se publie aussi bien sur notre site, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, YouTube bien évidemment. On a presque 1 million d'abonnés maintenant sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, vous l'avez dit. Et c'est vrai que... on ne s'est pas dit un jour on va aller voir les jeunes. C'est pas comme ça que ça s'est fait. On s'est dit on a des programmes, on a des choses à raconter à la façon Le Parisien, c'est-à-dire que on garde notre ADN quand on fait des reportages vidéo, on garde ce qu'on est et la preuve, les sujets qui sont dans l'ADN du Parisien, les sujets de proximité par exemple sur l'Île-de-France, ce qui se passe dans les transports, ce qui se passe dans le métro, ce qui se passe les trottinettes à Paris, etc. Ce sont des sujets qu'on traite en vidéo, qu'on traite dans des
formats courts qui sont adaptés effectivement à un visionnage rapide sur les réseaux sociaux et qui marchent extrêmement bien. Donc, fort de ces succès, évidemment, on a déployé et on a maintenant une vingtaine de journalistes au Parisien qui s'occupent de la vidéo avec des jeunes journalistes, effectivement, qu'on a recrutés. Donc, on a un TikToker qui est très bon et qui fait ça très très bien. Mais j'insiste vraiment toujours en gardant l'ADN du Parisien. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas déporté, on reste le Parisien et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et pour compléter ma réponse, on a aussi une verticale qui s'appelle le Parisien étudiant et qui là existe depuis de nombreuses années, qu'on a enrichi au fil des années. Et là, on parle vraiment plutôt aux jeunes étudiants. Et là, on adresse des sujets, alors évidemment d'école, etc., mais aussi des sujets autour du pouvoir d'achat, comment se loger à Paris, comment s'alimenter. Voilà. Et ça, c'est nouveau, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant, mais qui apparaissent vraiment dans les sujets de société. Et on le voit dans l'étude que vous avez montrée tout à l'heure, ce sont des sujets qui intéressent particulièrement les jeunes publics. Donc fidélité à la ligne éditoriale, transformation des formats et puis diversification de l'offre pour toucher les sujets qui préoccupent principalement cette cible. Mathieu Marmouget, vous, la Move est une radio jeune. Alors à l'heure des réseaux sociaux où certaines stars de la musique n'ont plus besoin finalement des médias parce qu'ils sont devenus leurs propres médias et cette désintermédiation a un fort impact. Comment vous arrivez à conserver ce rôle avec le public? Alors c'est vrai, on a pu voir Amine Mathieu ce week-end faire son match avec des streamers et avec quelques médias qui étaient présents. Finalement, les médias qui étaient présents à cet endroit-là avaient moins d'audience que les streamers qui étaient sur la pelouse. Donc ça pose effectivement pas mal de questions sur notre rôle. Effectivement, moi je pense que notre rôle à nous, c'est de raconter des histoires au sens où quand je suis arrivé, donc je suis arrivé chez Move en février et j'ai essayé de retrouver de rendre cette radio d'une certaine manière compétitive, c'est-à-dire concurrentielle dans un univers de contenu qui déborde de contenu. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut exister? Alors effectivement, on peut exister par la créativité, par la proximité culturelle. Je pense on s'était trop éloigné. C'est parce que la radio, c'est un média qui est un peu généraliste, alors qu'on trouve sur Internet énormément de contenu pointu. Donc j'ai voulu retrouver de la proximité culturelle. J'ai voulu travailler sur la musique pour là aussi dire, après tout, il y a des grandes plateformes de streaming qui offrent... si vous savez ce que vous voulez écouter, c'est déjà présent. Et puis alors, donc je pense que notre rôle à nous était plutôt de retravailler une proposition musicale pour faire de la découverte, pour donner à écouter ce qu'on n'entend nulle part et devenir, et au contraire, recréer comme ça un lien, là encore, de proximité avec la radio. Et puis il y a une dernière chose qui était très importante que je pense la radio ne savait pas très bien faire, c'est que la radio doit s'intéresser à la distribution de son contenu. C'est-à-dire que, en fait, pour exister dans l'univers mental finalement des ados, il faut absolument qu'on se fasse une place. Et la radio est née finalement dans un univers qui était assez fermé d'un point de vue concurrentiel. Si vous êtes né à Berck, pour un hommage à quelqu'un qui a fondé ce festival de médias, si vous êtes né il y a 20 ans à Berck, vous aviez le choix et que vous aimez le rock, vous aviez le choix entre peut-être 2 ou 3 stations de radio. Et tout d'un coup, en fait, la radio devient concurrentielle, non seulement du temps passé sur d'autres médias, des pure players, mais des médias historiques qui se sont fait une place, mais aussi de Netflix, d'Amazon, parce qu'après tout, le temps qu'on passe là, on ne fait pas autre chose, etc., etc. Donc il faut apprendre à distribuer son contenu, avoir une logique de marque et avoir une logique une vision d'une expérience qui va mener vers une écoute. Et moi, je suis très attaché à l'idée que la radio, c'est finalement alors le replay de nos émissions, bien sûr, ce qu'on appelle le podcast, mais aussi et avant tout peut-être un flux numérique live, et c'est ce flux numérique live qui a commencé, dont on a pensé qu'il était mort, et donc certains événements récents, morts sur cette population des jeunes, et dont certains événements récents plutôt venus du divertissement
Alors il y a bien sûr les Coupes du Monde, etc. Enfin, je fais exception peut-être de celle-ci, pose des problèmes, mais disons d'un point de vue les événements sportifs. Mais on retrouve du live avec Twitch par exemple. On retrouve du live avec des grands événements comme le GP Explorer qui ont été faits par Squeezie, l'événement du week-end dernier de foot, etc. Donc finalement il y a peut-être quelque chose dans le live qui revient, qui devient à nouveau envisageable pour les jeunes. Et donc je pense que la radio a carrément son rôle à jouer là-dedans. Donc comment garder l'ADN radio, faire écouter un flux numérique live et tout en investiguant sur la distribution de nos contenus. Magnifique équation, très bien résumée. Alors pour vous, Marie Misset, la question du numérique, elle se pose complètement différemment puisque vous représentez un média qui est né sur le numérique, mais justement on parlait de concurrence, on pourrait même dire d'ultra-concurrence sur le numérique. Comment vous faites pour justement fidéliser, conserver cette audience qu'on dit quand même très volatile ? C'est effectivement un univers d'autant plus concurrentiel qu'on n'est pas seulement concurrencé, comme tu le disais Mathieu, par les médias, mais par les créateurs de contenu, par absolument tout le monde, même sur les questions de société, même sur la news avec Hugo Décrypte, qui, bon, par exemple, est un média en fait, il n'est pas tout seul, Hugo Décrypte. Après, Combini, il y a une identité très forte, c'est un des seuls médias, je pense, où la place de la création est aussi importante. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais il y a une équipe créative à Combini qui a la même place que l'équipe éditoriale, donc tous les contenus sont pensés pour rentrer dans un univers créatif où les gens savent tout de suite à quoi ils ont affaire quand ils scrollent sur une vidéo Combini, parce que c'est de ça dont on parle quand même, du scroll et du fait qu'on tombe sur les contenus un peu par hasard et pas forcément toujours en allant les chercher, même si on développe de plus en plus des vidéos longues aussi qu'on pourrait plus comparer à de la VOD. Et après, je pense que Combini, et c'est un peu ce que racontait Mathieu aussi, on est un média de la pop culture à la base. Alors on traite des sujets de société, mais le fait de partir de la pop culture, c'est-à-dire des références culturelles communes, font que quelque part on a une connivence presque directement avec notre audience qui est plus jeune, parce que par exemple on va traiter de choses qui sont parfois regardées, en tout cas quand on regarde de loin par des médias plus traditionnels, parfois avec condescendance ou avec mépris. Je pense par exemple un petit peu à la panique chèque culture, ils vont acheter des mangas, ils vont tous acheter des mangas avec les chèques culture. Bon bah voilà, nous on a des formats autour des mangas, on lance un manga club, de la même manière les Twitchers, on les invite depuis très longtemps sur Combini. Il y avait un format qui s'appelait Interneteur il y a quelques temps qu'on fait plus beaucoup tellement ça n'a plus trop de sens de dire Interneteur puisque c'est des personnalités publiques à part entière. Mais voilà, je pense que cette proximité culturelle, comme disait Mathieu, elle est hyper importante. Elle est un peu risquée parce qu'il faut toujours être sur les nouvelles choses qui se passent. On ne peut pas trop s'endormir là-dessus parce que dès qu'on est un peu décalé, c'est sanction directe. C'est-à-dire que si on ne parle pas de la bonne personne ou qu'on n'a pas été sur, je sais pas, la dernière trend ou qu'on en parle 3 semaines après, on est tout de suite vu comme vieux. Donc c'est un petit peu un challenge quotidien. Mais c'est aussi quelque chose qui fait qu'on est obligé de faire confiance à nos jeunes journalistes. C'est-à-dire que moi, j'ai 35 ans, je suis plus jeune, en fait. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je dis, ça, moi, je ne sais pas trop, mais je te fais confiance. Alors, après, on encadre, évidemment, et on accompagne, mais il y a quelque chose où je pense que la question de la génération est hyper importante pour tous les médias en général. C'est ce que vous dites à propos de votre TikToker. J'imagine qu'il a moins de 25 ans. Il a 24 ans. Il a 24 ans, voilà. Cette confiance-là, elle est envers les jeunes journalistes, je pense qu'elle est vraiment primordiale, en tout cas aujourd'hui, si on part vers un objectif réconciliation. Partons vers cet objectif réconciliation. Donc pour parler aux jeunes, il faut commencer par s'intéresser à eux et puis leur donner la parole, les faire travailler. Jean-François Dorido, l'enquête que vous avez menée, c'est des jeunes de 16 à 30 ans. Donc on est, il y a un consensus, après 30 ans, c'est fini, on est plus jeune.
donc, ce qui est assez intéressant dans les résultats de votre enquête, c'est qu'on a tendance classiquement à opposer les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Et là, on voit finalement que dans les pratiques médiatiques des jeunes, il y a une confiance assez forte vis-à-vis de ce qu'on appelle les médias traditionnels. On voit que la télévision conserve quand même une place assez centrale. Et on voit finalement que ce qui se dessine, c'est une hybridation des pratiques. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est que cette génération qu'on dit très vulnérable n'est finalement pas si crédule face aux fake news. Alors, est-ce que pour vous, finalement, l'enjeu, c'est pas tant le support de l'information que l'accès à un contenu de qualité? Alors, en tout cas, c'est pas l'enjeu des jeunes, de cette jeune génération qui... c'est ce que je disais, c'est la multiplicité des contenus, la multiplicité des supports, et que ce soit, s'ils trouvent leur compte chez Combini à 16h30, ils peuvent retrouver une autre info chez le Parisien aujourd'hui en France, et ils n'ont pas l'impression de trahir Combini ou de trahir le Parisien. On n'est plus du tout sur des débats comme on avait dans les années 70 où... il était impensable à la fois de lire Le Figaro et de lire Libération. C'est pas possible. Soit on lisait l'un, soit on lisait l'autre, mais certainement pas les deux. Alors, l'enquête, il faut le rappeler, elle porte sur l'actualité. Et la force des médias traditionnels sur l'actualité, c'est finalement je reprends le début de votre intervention, c'est leur ancienneté. Et c'est ça qui leur donne une certaine légitimité, en se disant que finalement, s'il n'y avait pas le support traditionnel, c'est quand même s'ils ne vont pas le consulter en premier, c'est le fait qu'il y ait ce support traditionnel qui se disent, mais quand même, c'est le Parisien aujourd'hui en France, qui va donner une certaine crédibilité aux informations qui vont être données sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile pour des médias qui sont totalement en ligne. Là, on sort de l'actualité. Ce serait peut-être plus difficile. Alors, ça existe avec Mediapart, mais ça vise pas forcément les jeunes générations, en tout cas pas les ados. Ce serait beaucoup plus difficile d'exister s'il n'y avait que de l'accès, que du contenu d'actualité. Puisque, évidemment, et là j'enfonce des portes ouvertes, quand on demande à cette génération ce qu'elle va faire sur les réseaux sociaux, donc ils sont incontournables, c'est ce que je disais, pour aller chercher de l'information, mais c'est pas leur première fonction. Je veux dire, cette génération, elle va pas sur les réseaux sociaux pour chercher de l'information, elle y va pour se divertir, elle y va pour chercher un autre contenu. Donc voilà, il y a pas... finalement, ça se marie assez bien, c'est-à-dire que les médias traditionnels profitent un peu de leur légitimité pour investir les réseaux sociaux, et les médias un peu plus jeunes, un peu plus récents, ont une obligation en effet d'être toujours à la page, parce que c'est de là qu'ils tirent leur légitimité d'être avant-gardistes. S'ils ne le sont pas, s'ils sont à la ramasse du Parisien sur les réseaux sociaux, ça devient grave pour un média comme Combini. Si je peux juste rebondir, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que nous, on a expérimenté exactement ça. C'est-à-dire qu'on a lancé des séries, je pense à une qui s'appelle Food Checking, où la marque Le Parisien n'était pas forcément très présente. Et je pense d'ailleurs pas que les jeunes avaient reconnu que c'était Le Parisien qui faisait Food Checking du tout. Et c'est un jeune qui incarne ce programme-là, qui décrypte en fait l'alimentation, ce qu'il y a dans tel produit. C'est des petites vidéos de 5 minutes qu'on fait en format hebdo. Et petit à petit, la marque Le Parisien est apparu comme étant « Ah oui, tiens, Le Parisien fait ça, donc peut-être qu'ils font aussi d'autres choses ». Donc, on a aussi eu cette légitimité-là par le fait d'avoir des formats qui n'étaient pas du tout imaginés pour le Parisien. Enfin, les jeunes ne se sont pas dit « C'est Le Parisien qui fait ça ». Et petit à petit, en fait, les jeunes se sont mis à considérer que Le Parisien pouvait aussi faire des formats de cette façon-là, qui les intéressaient, qui étaient un tout petit peu décalés par rapport à des formats d'actu qu'on fait habituellement. Et on a pu comme ça amener une audience un peu différente sur la marque. Et sur cette transformation des formats, justement, une question pour Marie Missy, parce que ça devient difficile, et là je parle aussi en termes d'éducation média à l'information, de faire le tri ou de reconnaître un contenu d'information d'un contenu de communication. Il y a un brouillage des frontières. Comment vous situez cette boussole aussi, vous, en termes d'éthique journalistique, parce que ça revient aussi depuis le début de Médias en scène, que c'est finalement l'éthique du journalisme qui pourrait sauver les médias. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je pense que l'éthique du journaliste est très important, mais qu'elle ne peut pas être seule. Enfin, c'est-à-dire qu'on laisse un journaliste avec une grande éthique tout seul dans un média où il ne serait pas protégé éditorialement par son média, ça veut dire qu'il subit des
des sollicitations toute la journée. On ne peut être qu'encadrant en tant que média. On doit absolument encadrer cette éthique journalistique. Nous, on a une charte d'indépendance à Combini, c'est très séparé, notamment ce qu'on appelle le brand content et la rédaction sont des équipes totalement différentes. Alors moi, il m'arrive de parler au directeur de la régie, mais sinon, on travaille pas ensemble. Et je pense que sans médias pour accompagner avec des chartes, sans collectif de journalistes aussi, pour créer des sociétés de journalistes internes dans les médias, on ne peut pas compter sur l'éthique individuelle d'un journaliste pour porter toute l'éthique du média. Voilà, c'est des chemins qu'on a tous faits. Je pense en tout cas chez Combini, c'est un chemin qui a été fait entre 2008, la création, et aujourd'hui, pour garantir cette indépendance, pour garantir justement que ce soit pas brouillé en interne en tout cas. Après, sur la culture, il y a quand même un truc qui est intéressant, je pense, à souligner, et qui est un vrai défi, et je pense que c'est la même chose pour Move, mais le fait est que les artistes peuvent faire leur propre communication aujourd'hui. Ils ont souvent, les streamers, on en parlait, des audiences qui sont supérieures parfois aux nôtres sur certains sujets, et en fait, ils ont plus tellement besoin de nous pour faire leur promotion, etc. Ce qui fait qu'ils ont une sorte de position, en tout cas sur le plan culturel, qui est pas la même qu'avant par rapport à une radio, par rapport à un média comme Combini. Et du coup, là, on doit chercher, nous, des manières un petit peu différentes en vidéo, notamment de traiter la culture. Parce que si on ne s'appuie que sur les artistes, en fait, ça devient un petit peu compliqué. Leur communication est très, très contrôlée et ils la font eux-mêmes. Oui, justement. Alors Mathieu Marmouget, par rapport à ce défi, à cette question, comment vous l'imaginez, la radio du futur? Parce qu'on a vu par exemple que le New York Times venait d'investir dans des jeux en ligne pour conquérir de nouveaux publics. Donc ça peut étonner. Vous, comment vous voyez ce futur de la radio? Peut-être une diversification aussi des activités, des terrains d'exploration? Alors, ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est ce qu'elle ne doit pas être. Et je suis sûr qu'elle ne doit pas elle doit pas se transformer en un média de petites vidéos sur Internet, parce que d'autres camarades sont bien meilleurs à ce jeu-là, et que ça n'est pas l'ADN de la radio. Je pense qu'il faut garder, en tout cas, l'utilisation des moyens de communication, donc les réseaux sociaux, etc., là où ils doivent être, c'est-à-dire comme des éléments de promotion, soit de la marque éditeur. Parce que le problème dont on parle ici, en réalité, c'est le challenge d'exister encore en tant qu'éditeur dans un monde où, finalement, c'est les contenus eux-mêmes qui sont les médias. Donc, nous, on essaye de continuer de faire exister la marque éditeur. Donc, Move, on essaye de faire exister nos contenus qui doivent conserver un lien avec l'antenne, avec ce qu'on fait à l'antenne, parce que je reste persuadé que le futur de la radio, il est plutôt dans Twitch, même si Twitch aujourd'hui reste, j'allais dire, j'ai un peu plus de mal à dire anecdotique en volume depuis quelques semaines, mais en tout cas, il est globalement réservé à un petit nombre de gens, mais il porte en lui le futur de quelque chose qui est très fort dans la radio, qui est le live, finalement, l'écriture live, où le support visuel, il est quand même relativement anecdotique. C'est-à-dire que les grandes émissions sur Twitch sont quand même pas des émissions d'une invention formelle, révolutionnaire. C'est des plateaux de télé aménagés, un peu différemment. Ce qui est révolutionnaire dedans, c'est les personnalités qui sont invitées et qui sont des personnalités jeunes et de la sphère d'Internet. Et donc le futur de la radio, pour moi, il s'invente sans doute par là, dans une forme d'écriture qui est moins standardisée, où la radio est moins de l'eau tiède et plus de l'eau, de quelque chose qui vous fait bondir, qui vous fait, qui provoque l'enthousiasme, qui surprend, plutôt qu'un flux un peu comme ça égal. Donc il y a des choses à aller voir dans cette créativité qui doit pouvoir se transformer dans le live. Alors du live, de l'incarnation, de l'engagement, de la proximité. Est-ce que c'est vers ça, selon vous, que les médias devraient s'engager au regard de votre enquête? On voit que, par exemple, Blast ou Vaquita, qui a été créé par Hugo Clément très récemment, qui est un média engagé sur les questions environnementales, sociétales. Est-ce que c'est le cap que devraient suivre les médias qu'on dit traditionnels pour conquérir la jeunesse?
C'est difficile de vous répondre parce que je ne suis pas un spécialiste des médias. Les seules conditions, on le voit bien dans les évolutions qu'il y a eu ces dernières années, c'est que les médias sont obligés de suivre ces évolutions technologiques. Je veux dire, le monde l'a très vite compris sur les réseaux sociaux. L'autre sujet qui là sort de l'enquête, c'est, et je reviens moi sur l'actualité puisque c'est la fiabilité, c'est-à-dire qu'il y a quand même des preuves à donner au public jeune en particulier, parce qu'il est plus sensible de la fiabilité des sources d'information. Et donc ça, c'est quand même un des défis de demain, d'autant plus qu'il y a, c'est vrai, un peu confusion des genres, parce que je reprends un peu ce que disait l'intervenant qui était juste avant moi. Je veux dire, la définition de l'actualité, je vous parle beaucoup d'actualité pour les jeunes, elle est quand même assez large. Et si vous regardez un peu bien l'enquête, mais je vous ai dit que c'était un peu du paravent, ils nous demandent des formats courts, ils demandent quelque chose de sérieux, ils demandent quelque chose de neutre. Et finalement, je reprends l'exemple de Quotidien, c'est pas vraiment ce que je vois, et c'est un succès qui est quand même en termes d'audience assez énorme sur les jeunes. Mais parce qu'ils le savent et qu'ils l'acceptent. Donc il y a l'actualité, c'est un peu à part. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils veulent du factuel, où ils ont l'impression qu'ils sont pas forcément au courant de cette actualité et qu'ils arrivent un peu sur la défensive, comme je disais, un peu avec méfiance. Donc là, il y a besoin de les rassurer et de donner des gages de fiabilité. Sur l'infodivertissement, l'enquête, elle est sur l'actualité, donc elle ne dit pas qu'ils n'aiment pas l'infodivertissement et qu'il ne faut pas faire des mélanges des genres. Je veux dire, les mélanges des genres, ils ne sont pas forcément négatifs auprès de cette cible, elle les apprécie beaucoup. Oui, et puis ils se font naturellement de toute façon dans nos fils d'actualité où la parole d'un journaliste ou le contenu d'un média professionnel n'est pas au-dessus des autres, mais parmi les autres. Alors vous justement aux Parisiens, comment vous le vivez en fait cette forme d'horizontalité et comment faire en sorte de conserver ce lien pour être toujours une information qui inspire la confiance et qui soit reconnue aussi, garantie comme telle? En fait, je pense que le garant, c'est la rédaction du Parisien qui fait toutes ces informations-là, et c'est pas une équipe. Alors c'est une équipe de vidéo, mais c'est pas une équipe à part. C'est-à-dire qu'ils sont complètement intégrés dans la rédaction, les comptes de rédaction, et ils s'appuient sur des sujets d'actualité pour faire des formats short, des vidéos, etc. Donc c'est pas du tout à part. Et encore une fois, on se dit pas on fait des choses pour les jeunes. On prend l'actualité, on rebondit dessus et on rebondit de différentes manières. Il y a des papiers qui vont dans le journal, d'autres qui vont sur le site et des informations qui vont sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, j'avais envie d'amener un autre sujet aussi sur la table dont on n'a pas parlé là. C'est est-ce que les jeunes sont prêts à payer l'information? Parce que ça, c'est un de nos sujets. Alors, nous, médias traditionnels, c'est un de nos sujets, et c'est le sujet de la transformation numérique que l'on vit. Voilà, on a des acheteurs au numéro, on a des abonnés numériques, et parmi ces abonnés numériques, faut quand même se le dire, on n'a quand même pas beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est les moins de 25 ans, on n'en a pas beaucoup. Et donc ça, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Les jeunes aujourd'hui achètent leur musique en ligne, donc c'est vrai que ça y est, le cap est passé depuis longtemps, achètent Netflix. Bon, ça y est, il y a de plus en plus de... Mais l'information, elle est quand même encore dans l'esprit des jeunes, et ça m'intéresse dans le public de savoir ce que les jeunes en pensent. C'est quand même pas facile de se dire à 20 ans, je vais payer 5 € par mois pour m'informer. C'est pas facile, je comprends ça. Donc voilà, donc ça c'est un sujet. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on aille sur cette audience-là, nous médias traditionnels, et on le fait, parce qu'on se dit qu'un jeune à 20 ans, s'il est exposé à une marque comme le Parisien, bah, peut-être qu'à 30 ans, il nous achètera, donc on l'espère en tout cas. Voilà, mais c'est un vrai sujet, et on en parle beaucoup avec les équipes. On essaye de faire des offres jeunes, enfin bon, on fait plein de choses. Mais voilà, c'est un sujet... Grand sujet d'éducation aux médias, voilà, aussi, voilà. De faire comprendre le coût de l'information et puis les modèles économiques des médias. Mais vous avez envie d'écouter la salle, donc on va leur passer la parole tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions de jeunes et de moins jeunes? Puisque si vous avez plus de 30 ans, vous avez compris que... Il y a 26 ans seulement, après c'est... Ah oui, ça baisse encore là. Hello? Hello? Yeah.
Sorry, j'ai plus que 30 ans, mais je voudrais traiter quand même le sujet de inclusion, les jeunes et le handicap. J'ai bien suivi avec beaucoup d'intérêt, Monsieur Doridot, votre étude. Thank you for the data. Je suis journaliste, je m'appelle Rama Rajdi pour United States Press Agency, journaliste politique in France, correspondant. Ma question concerne donc l'inclusion des personnes handicapées, la représentativité des personnes handicapées dans les médias, and also l'accessibilité au contenu. Il y a le rapport Nielsen de 2021 qui a montré que le traitement de l'information ici en France, elle a augmenté de 175% concernant le handicap, which is good news. Ça, c'est la quantité. Par contre, il y a seulement 7% des personnes qui sont handicapées qui se sentent vraiment représentées par ces informations qui ont été transmises. Il y a aussi un rapport qui a été fait par la Maison Radio ici, qui a été publié en 2019 et qui montre qu'il y a seulement 2,2% de personnes en situation de handicap qui sont inclus dans les métiers des médias. On est en deçà des 6% de la loi 2005 qui normalement impose 6% quand on a un employeur d'au moins 20 employés. Sorry, that was for the data. Maintenant, la question est, au niveau des mainstream, je voudrais féliciter en tout cas Konbini parce que votre média, il est super inclusif. Je regarde beaucoup ce que vous transmettez au niveau des messages qui sont très positifs au niveau de l'inclusion des handicaps. Et maintenant, tous médias confondus, puisqu'on est entre nous là, entre journalistes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les journalistes ou toutes les personnes qui travaillent dans les médias, tous confondus, puissent inclure les personnes handicapées quand ils traitent l'info ? Parce qu'on ne se sent pas vraiment concerné quand l'info elle est transmise souvent, et que souvent il y a la stigmatisation, like victimization, condescendance, and this is something that we don't want anymore, sorry, in France. Et juste pour vous donner un petit exemple ici en termes aussi d'anecdotes, ça fait 18 ans que je suis journaliste et ça fait 10 ans que je suis en fauteuil roulant de journaliste politique en France. Et il m'arrive encore très souvent, lorsque j'arrive pour collecter mon badge, on me dit « Mam, vous êtes PMR, il faut aller là-bas. » Et ici, c'est pour les journalistes. Sur le mindset, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le mindset? Et pour Mr. Doridot, j'avais une question. Est-ce que vous avez croisé les data au niveau des jeunes, puisqu'il y a 25% de jeunes qui sont concernés par le handicap? Est-ce que vous avez des data concernant l'inclusion des jeunes handicapés dans les médias? Et sorry for being so long. Thank you. Je vais répondre sur l'enquête et puis je laisserai aux journalistes le soin de répondre sur le reste. Non, on les a pas croisés, mais en revanche, et là je m'éloigne de cette enquête, mais on en fait d'autres, des enquêtes évidemment, notamment sur cette population. On le voit déjà quand même sur la dernière question, alors de manière plus large, sur les discriminations, donc pas simplement sur le handicap, mais sur le fait que c'est un sujet qui est plutôt en haut du tableau des hiérarchies sur lesquelles ils attendent que les médias prennent davantage la parole. Là, je sors des médias, c'est quelque chose, la visibilité du handicap, je dis pas dans les médias, mais dans les sujets traités, elle viendra par cette génération, parce que c'est cette génération, dans les questions qu'on peut poser dans d'autres enquêtes, qui se sent beaucoup plus concernée par le sujet et qui l'amènera du coup sur les autres générations que des générations qui sont un peu plus âgées et où le sujet du handicap est un peu plus bas dans leur hiérarchie. Déjà, merci pour ce que vous avez dit à propos de Konbini. C'est vrai que nous, ça fait pas longtemps qu'on a eu une intervenante. Elle intervient assez régulièrement. Elle s'appelle Lucie Carrasco. C'est une femme d'ailleurs qu'on a amenée ici pour interviewer Emmanuel Macron avec France Info en avril dernier. Rien que son récit de comment arriver depuis, parce qu'elle est pas ni parisienne ni de région parisienne, rien que son récit pour arriver à interviewer Emmanuel Macron, les tribulations avec la SNCF, pour qui il faut réserver 48 heures à l'avance un billet, donc déjà tout ce qui est spontanéité, on peut oublier. Bon, déjà ce récit, pour moi, il était important qu'on le porte parce qu'il raconte beaucoup de l'accessibilité générale du handicap et de la visibilité du handicap. Après, je pense que ça n'est effectivement que en ayant des intervenants, des incarnations, et que en les faisant aussi parler. Par exemple, Lucie, elle parle beaucoup de sa vie
amoureuse et sentimentale sur Combini. Elle en parle avec le prisme de son handicap, mais c'est pas du tout le sujet principal de ses dernières vidéos. Voilà, elle raconte sa vie et les difficultés qui vont avec. Mais je sais pas si vous avez vu, il y avait la manifestation Nous Toutes ce week-end, et il y a une tweetos qui s'appelle Céline Extenso, je crois, qui est une femme qui parle beaucoup d'inclusivité et qui racontait que même dans cette configuration où ils ont vraiment voulu mettre en place quelque chose, où elle pourrait être en tête de cortège, etc., elle s'est retrouvée avec une rampe pour rentrer sur le kiosque et faire son discours, qui était mortellement dangereuse si elle l'utilisait. Et donc je pense que la question, évidemment, elle touche les médias et la représentativité, mais elle est tellement plus large. C'est-à-dire que Céline Extenso, elle n'a pas pu faire son discours sur le kiosque, elle a dû dormir à l'hôtel parce qu'elle n'a pas pu avoir son train derrière. Enfin bref, c'est tout un récit qui raconte le rapport de la France au handicap de manière générale, je trouve. C'est un sujet passionnant. Malheureusement, j'ai la lourde et cruelle tâche de veiller au temps qui passe. Et nous avons un message vidéo qu'on va vous proposer, parce qu'on parle de jeunesse. Et Média en scène a voulu rendre hommage à une jeunesse qui se bat en ce moment, celle qui défie le pouvoir dans les rues d'Iran. Nous avions, lors de l'édition précédente, fait découvrir Pouria Takavar, qui est un jeune réalisateur iranien, auteur de la série Happiness, qui a été diffusée sur arte.tv. Alors nous l'avons recontacté pour qu'il nous raconte ce qui se passe actuellement avec la jeunesse de son pays et comment ces jeunes en lutte pour leur liberté essaient également de s'informer. Almost 2 months that these movements are moving on, and it's kind of fascinating because I personally was not expecting it to take this much time, but people since I came back from Berlin and I'm in Tehran right now, people are not losing hope and are hopeful that there's going to be a big change soon. And it is very impressive the way that people are risking their lives for very basic necessities in life that every human being should have, which we've not been able to have for over 4 years. According to you, what is the youngster point of view about this context, and what is the role of the young generation in the protests in Iran? I believe that the young generation, they are playing the main role of what is happening in Iran. And I do believe that they have the right so, because for them it's like as if they see no future for themselves, and they are at the point that they think that it's either dying for a better future or not living a life as suppressive as they've been living so far. So I think they are playing a main role, and I personally was seeing this day for some time. And as you know, I've been doing films about teenagers, like even Happiness was about a teenage girl who risked her life in her own way, go on a journey to find her father. And I have to say, this generation, they are very bold. And I do have a lot of respect for them. I do. Do you think that the official media objectively report the facts? So how do the young generation get information in this country? Is it through alternative challenge, social networks? What do you think? I think internet played a very important role. I believe that without internet, the news wouldn't be spread as such. So I think it was very beneficial for what we are going through. But I am a little bit disappointed, I have to say,
about the way that the news, the European news, the West news are covering the news and what's happening in Iran, because you know, in terms of timing, they are always some time behind of what is happening, and I don't really get the reason why this is the case. And with the help of internet, I can see people, everyone in Iran, becoming a journalist themselves, and it's been very helpful. And I have to say, I'm very impressed that I'm very thankful and grateful that there is such a thing as internet. And I think the regime knows how dangerous it is for them, and that's the reason why they are trying their best to shut the internet down. And that was one of the reasons that I had difficulties to be able to have a proper call with you guys. Alors, il s'agissait de Pouria Takavar, jeune réalisateur iranien. Je n'ai plus le micro, vous m'entendez? C'est Pouria Takavar, jeune réalisateur iranien. Je vous remercie infiniment pour vos précieuses contributions. On va devoir libérer ce magnifique studio 104. Et ce témoignage nous parle à la fois du pouvoir d'informer, mais aussi du pouvoir de s'informer, et la manière dont les nouveaux médias sont aussi des outils d'émancipation citoyenne. Merci encore à tous les quatre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques années, on aura bouffé la feuille et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil en plein milieu du front. Quand toi, tu en as deux, ils te demanderont pourquoi tu en as deux et tu passeras pour un con. Tu auras beau te défendre, te dire c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens, mais il n'y aura plus personne pour te laver les mains. Les climats, l'urgence climatique, la formation des journalistes sur cette question-là, c'est dans 3 minutes, ici dans le studio 104. Merci.